Alors bonjour à tous, je vais me présenter d'abord rapidement. Je suis Amandine Bode, j'ai fait un stage postdoctoral en psychologie à l'Université Laval, au centre de recherche sur l'adaptation des jeunes et des familles à risque. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter des recherches que j'ai menées en collaboration notamment avec Sylvie Drapeau, qui est professeure en psychologie, et Francine Cyr, qui est professeure en psychologie également. Donc, au niveau du plan de ma présentation, je vais commencer par évoquer les normes en fait entourant la garde partagée à travers l'opinion des Québécois quant à ce mode de garde-là et à travers des statistiques fournies en fait par des enquêtes populationnelles. Puis dans un deuxième temps, je vais me focaliser sur la question du bien-être des jeunes en garde partagée. Puis je vais aborder notamment deux enjeux très controversés sur le plan idéologique, mais aussi sur le plan scientifique, à savoir la question de la garde partagée en situation de conflit, puis la garde partagée pour les petits-enfants. Donc, la garde partagée est en train de devenir la nouvelle norme. Donc ça, c'est le titre d'un article qui a été publié dans Le Devoir en 2016. Donc, on va essayer de répondre, en fait, c'est une affirmation, mais on va essayer de répondre à la question de la norme, de la garde partagée en tant que norme, à travers donc, une enquête de sondage qui a été réalisée très récemment, puis les statistiques. Donc, je vais vous parler d'un sondage mené par Elisabeth Godbout et Marie-Christine Saint-Jacques, notamment, auprès de 1202 Québécois. Donc, ces chercheurs-là, en fait, elles se sont intéressées à l'opinion de la population québécoise quant à la séparation conjugale et quant au mode de garde idéal après une séparation. Donc, un résultat intéressant, c'est qu'une large majorité d'entre eux, donc une large majorité de Québécois, considèrent la garde partagée comme un mode de garde idéal pour un enfant de plus de 2 ans. Ensuite, ces chercheurs ont réalisé des analyses complémentaires, des analyses de classe latente en fait, pour dégager des sous-groupes ayant des opinions similaires. Donc, elles ont dégagé 4 profils sur ces 1202 répondants. Donc, 11% des personnes adoptent une position naturaliste. Donc, ces répondants jugent que la garde de l'enfant devrait être systématiquement confiée à la mère après une séparation, à l'exception du père pour les garçons de 13 à 17 ans. Ça, c'est le premier profil qui est représenté par 11% des individus. Ensuite, on le voit et on l'a dit, 60% des individus adoptent une position égalitaire. Donc, eux, peu importe l'âge de l'enfant ou le sexe de l'enfant, ils vont privilégier la garde partagée. Puis là, c'est intéressant de constater que les jeunes personnes en fait, âgées de 18 à 34 ans sont surreprésentées dans ce sous-groupe, tout comme les familles en fait, qui ne sont pas séparées. Donc c'est ça, il faut savoir que ce sondage porte sur la population générale. Donc des jeunes ont été interrogés, des jeunes célibataires, des parents d'enfants, des familles séparées. C'est très diversifié. Ensuite, un quart des individus interrogés adoptent une position favorisant l'âge tendre. Donc, ces personnes-là jugent que les enfants de 0 à 5 ans devraient être confiés à leur mère, alors que les enfants de 6 à 17 ans devraient être en garde partagée. Enfin, la position favorisant les tâches développementales. Donc là, les jeunes enfants devraient être confiés à la mère. Les enfants de 3 à 12 ans devraient être en garde partagée. Puis après l'âge de 13 ans, les enfants devraient être confiés aux parents de même sexe. Donc les statistiques actuelles. Donc on vient de le voir, la garde partagée est perçue comme idéale pour la majorité, mais ce qu'on constate d'après les enquêtes populationnelles, les données populationnelles, c'est que ce mode de garde est pratiqué par une minorité de familles après la séparation. Donc entre 20 et 30% des familles. Mais alors, si ce mode de garde est décrit
comme idéal pour la majorité des familles, pourquoi est-il pratiqué par une minorité d'entre elles après la séparation? Donc, plusieurs travaux ont été menés là-dessus. Puis je vous rapporte les résultats de ces recherches. Là, je m'appuie sur des travaux publiés depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui. On a beaucoup de données à ce propos-là. Donc, on sait que la garde partagée, c'est un mode de garde qui nécessite des ressources financières, qui a des coûts associés au transport, puis aux équipements en double. Et que les parents, en fait, qui choisissent ce mode de garde-là ont un revenu généralement plus élevé que les familles qui sont en garde exclusive. Donc, vous allez voir, au niveau de cette thématique-là, c'est souvent des comparaisons entre les familles en garde partagée et les familles en garde exclusive. Puis on y reviendra. Ensuite, il y a un consensus selon lequel la qualité des relations père-enfant est meilleure en garde partagée qu'en garde exclusive. En moyenne, bien sûr. Donc, est-ce que c'est le mode de garde qui favorise des relations de qualité ou est-ce que les pères, en fait, qui ont des relations de qualité avec l'enfant avant leur séparation, choisissent ce mode de garde-là? Donc ça, c'est une question qui reste ouverte. Pour le moment, les recherches ne permettent pas d'y répondre. D'autre part, ce qu'on sait, c'est que les parents en garde partagée, ils sont plus enclins à communiquer, à se soutenir et à collaborer sur le plan éducatif, comparativement à des parents en garde exclusive. Donc là, c'est intéressant parce que je vous parle de coparentalité, puis généralement, dans la coparentalité, il y a deux dimensions. Donc d'un côté, le pôle de soutien, en fait, puis de l'autre, le niveau de conflit. Puis ces deux dimensions, elles sont décrites comme indépendantes l'une de l'autre. Puis il y a une méta-analyse qui a été réalisée récemment, en fait, par Véronique Leclerc et Annick Saint-Amand, notamment, puis qui va être publiée sous peu. Et cette méta-analyse montre que autant les parents en garde partagée, de façon générale et en moyenne, ont un niveau de soutien plus élevé, autant le niveau de conflit est similaire. Donc, il n'y a pas de différence. Après, quand je dis niveau de conflit, je ne parle pas de... En fait, je peux parler de désaccords éducatifs, de niveau d'agressivité. C'est ça, dans les recherches, il y a des indicateurs différents de conflit. Donc, je ne parle pas de conflit sévère de séparation. Un conflit, en fait, peut ne pas être, en tout cas, dans certains contextes, puis le désaccord éducatif, c'est quelque chose de naturel. Puis, dans les familles biparentales intactes, les parents vivent des désaccords éducatifs. Après, un autre élément intéressant au niveau de l'évolution de cette modalité de garde-là, il y a plusieurs études qui montrent que plus de la moitié des familles en garde partagée changent de modalité de garde dans les 3 années qui suivent la séparation. Donc, ces chercheurs-là ne concluent pas que ces changements sont liés à une inadaptation de la part de l'enfant quant à la garde partagée, mais plus à des difficultés pratiques et financières, parce que c'est un mode de garde qui est relativement exigeant sur ces aspects-là. Puis, autre élément important, il y a des changements au niveau des modalités de garde, mais généralement, le parent non gardien maintient des contacts très fréquents avec son parent. Est-ce que ça va jusque-là? Donc maintenant, je vais vous parler du bien-être de l'enfant. Donc, pour ça, c'est important de le dire parce que c'est un sujet d'étude qui est très controversé. Je vais vraiment me limiter aux études scientifiques publiées dans ce domaine-là. Donc, je vais vous dire ce qu'on sait, puis ce qu'on ne sait pas. D'abord, et rapidement, je vais aborder les caractéristiques méthodologiques de ces études-là, puis je vais parler de leurs limites. Donc, comment les chercheurs procèdent pour étudier cette réalité-là? Les chercheurs utilisent des devis comparatifs. Donc, ils comparent le bien-être des jeunes en garde partagée avec le bien-être des jeunes en garde exclusive. Donc, la question qui est posée, c'est la suivante. Est-ce que les jeunes en garde partagée vont mieux que ceux en garde exclusive?
Donc, c'est une limite parce qu'on considère finalement que la réalité de ces familles, elle est homogène. Que d'un côté, il y a les familles en garde partagée et de l'autre, les familles en garde exclusive. Donc, les études prennent peu en compte le contexte de la décision. Est-ce que ce mode de garde a été décidé de façon consensuelle ou est-ce qu'il a été ordonné sur le plan juridique? Puis, les travaux prennent peu en compte aussi l'âge des enfants. Ensuite, un autre élément, c'est que la majorité des familles interrogées dans ces études, elles proviennent de la population générale. Puis on sait aujourd'hui que même dans des contextes où existe une présomption en faveur de la garde partagée, c'est un mode de garde qui demeure peu imposé sur le plan légal. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a très peu d'enfants de moins de 3 ans qui sont en garde partagée actuellement. Donc, en Australie, 4% des enfants de moins de 3 ans auraient des contacts relativement fréquents avec le parent non gardien. Aux États-Unis, ça serait 7%. Donc, on voit qu'il y a très très peu de cas dans ces situations-là. Donc, tout ça pour vous dire que les données que je vais vous présenter maintenant, elles ne sont pas généralisables aux situations ordonnées et aux enfants, aux petits-enfants, en fait. Donc, il y a d'autres limites, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais il va falloir faire preuve de prudence pour interpréter les résultats que je vais vous présenter maintenant. C'est un domaine d'études qui demeure limité, malheureusement. Donc là, je vais vous parler d'une étude que j'ai réalisée l'an passé. Puis, dans cette étude-là, je me suis posé cette question, notamment, est-ce que le mode de garde a un effet isolé sur l'adaptation des jeunes? Est-il si déterminant? Donc, pour répondre à cette question, ce que j'ai fait, c'est une revue systématique. Donc, j'ai rassemblé toutes les études menées sur ce sujet-là, publiées à partir de l'an 2000. Je les ai évaluées, puis je les ai synthétisées. Donc, une revue systématique, ça se veut quelque chose de rigoureux. Puis, admettons, si vous faisiez ce travail-là, vous devriez aboutir au même résultat que moi. Donc, oui, élément important, c'est ça. Dans les études, il y a plusieurs indicateurs du bien-être des jeunes qui sont considérés. Puis nous, on s'est vraiment focalisé sur l'adaptation intériorisée et l'adaptation extériorisée. Donc, les problèmes intériorisés réfèrent à des problèmes émotionnels, tels que le repli sur soi ou des symptômes de dépression, alors que les problèmes extériorisés renvoient à des problèmes comportementaux, comme l'agressivité, par exemple. Donc, dans cette recension systématique, on a inclus 14 études. On a trouvé 14 études publiées à partir de l'an 2000 sur cette question-là. On voit que 2 études portent sur la tranche d'âge de 5 ans, que 3 études portent sur des enfants de 6 à 12 ans, etc. Puis que finalement, 6 études incluent des enfants âgés de 0 à 18 ans. Donc, je vais d'abord vous présenter les différences qui ressortent, donc les différences au niveau du bien-être des enfants entre les enfants en garde partagée et ceux en garde exclusive, dans les études qui portent sur la population générale. Donc, si on examine seulement ces résultats, on pourrait penser que les jeunes en garde partagée, issus de la population générale, vont mieux que ceux en garde exclusive. 2 études réalisées par Madame McIntosh, qui est australienne, montrent toutefois que dans ces 2 études, que les jeunes s'ajusteraient moins bien que ceux en garde exclusive. Toutefois, la première, elle porte sur des enfants de 2 à 5 ans, puis la deuxième, elle porte sur un échantillon de familles hautement conflictuelles. Et ça, j'y reviendrai. Est-ce que c'est clair, les symboles? Donc, les symboles, le signe égal, en tout cas, signifie qu'il n'y a pas de différence entre les 2 modalités de garde au niveau du bien-être. Okay. Donc, on va l'observer maintenant.
un examen plus systématique des résultats est nécessaire et va permettre d'apporter un éclairage plus nuancé. Donc, en effet, comme ce tableau le montre, peu importe l'âge et l'indicateur d'adaptation évalué, le mode de garde n'est pas déterminant. On voit que les jeunes en garde partagée vont aussi bien que les jeunes en garde exclusive. Donc, qu'est-ce qui importe réellement? En fait, ce que notre étude permet de montrer, puis ça ne ressort pas dans le tableau que je vous ai présenté, c'est qu'une grande partie des bénéfices retirés par les jeunes en garde partagée, ils découlent de bénéfices connexes, en fait, de facteurs connexes. Donc, comme je vous l'ai dit, de relations de qualité, de meilleure qualité avec le père, ou de relations plus soutenantes entre les parents. Donc, c'est ça qui importe. Puis c'est ça qui importe pour les jeunes en garde partagée, mais aussi pour les jeunes en garde exclusive, puis aussi pour des enfants qui évoluent dans des familles biparentales intactes, en fait. Est-ce que c'est bon? Donc maintenant, je vais vous parler des conflits entre les parents. Donc déjà, un petit topo général, on sait que les conflits interparentaux représentent un facteur de risque majeur dans toutes les structures familiales. On sait aussi que le moment de la séparation, c'est une période critique, que les parents ils vont avoir à faire le deuil de leur relation conjugale, ils vont avoir à reconstruire leur identité, et ils vont avoir aussi à séparer les enjeux qui relèvent de leur conjugalité des enjeux qui relèvent de la coparentalité. Donc, établir des frontières claires, en fait, entre coparentalité et conjugalité, pour ne pas que les potentiels conflits conjugaux ne se transfèrent dans la sphère coparentale. Ils doivent rester centrés sur les besoins de l'enfant. Donc, les études ont montré que cette transition familiale, elle était vécue différemment d'une famille à l'autre, mais que globalement, la majorité des familles réussissaient à dépasser cette crise. Donc, il y a des chercheurs qui montrent que 30% des familles vont collaborer après la séparation, vont communiquer et se soutenir. Ensuite, un autre groupe intéressant, c'est un groupe qui est qualifié de parentalité désengagée, de parentalité parallèle. Donc ça, c'est des parents qui, après la séparation, ne se soutiennent pas, ne communiquent pas, mais ne vivent pas de conflit. Puis ça, c'est un profil qui n'est pas nécessairement associé à davantage de difficultés pour l'enfant, dans le cas où il n'est pas triangulé dans les conflits, dans le cas où les parents restent centrés sur les besoins de l'enfant, en fait. Et enfin, ça serait entre 10 et 15% des familles qui, après la séparation, continueraient à vivre un haut niveau de conflit. Alors, en cas de conflit, vaut-il mieux privilégier la garde partagée ou la garde exclusive? Donc voilà une question à laquelle bon nombre en fait, de personnes aimeraient avoir une réponse. Mais cette question, ça implique de mettre des gens dans des cases et de faire abstraction de la complexité et de la diversité des situations familiales. Donc, de mon point de vue, à cette question, il n'y a pas de réponse possible, tant les familles, au niveau de leur dynamique et de leur trajectoire, sont diversifiées en garde partagée et en garde exclusive. Je pense qu'il faut se questionner autrement, que la recherche n'apportera jamais d'éléments de réponse à cette question-là, elle est trop simpliste. Par contre, dans les dernières années, quelques études ont identifié, des études vraiment intéressantes, ont identifié des facteurs de risque à considérer particulièrement en garde partagée. Donc, un premier facteur de risque, c'est la triangulation de l'enfant dans des contextes conflictuels. Donc, des comportements de dénigrement des parents, le fait d'inciter l'enfant à prendre parti dans les conflits, le fait de l'impliquer dans les conflits peut avoir des effets particulièrement
néfaste pour l'enfant. Donc, il faut que chaque parent cherche plutôt en fait à soutenir la relation que l'enfant a avec l'autre. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas la quantité des contacts qui compte, c'est la qualité des relations. Puis, dans ce contexte-là, l'enfant maintient des contacts avec ses deux parents. Donc, il faut qu'on soutienne le développement de relations de qualité avec les deux parents. C'est important pour l'enfant. Ensuite, il y a un deuxième facteur de risque, c'est des transitions conflictuelles entre les maisonnées, donc entre la maison de la mère et la maison du père. Donc, des transitions conflictuelles, c'est ça, sont associées à plus de difficultés chez l'enfant. On sait qu'en garde partagée, ces transitions, elles sont généralement plus fréquentes et qu'elles peuvent solliciter ses capacités d'adaptation sans forcément générer de difficultés psychologiques. C'est des moments où l'enfant change d'environnement, de maison, puis c'est des périodes, de séparation, c'est ça, et de retrouvailles. Donc l'enfant se sépare d'un parent et retrouve l'autre. Donc dans le cas où ces moments, en fait, alimentent les conflits entre les parents pourraient décider de réduire la fréquence des transitions si l'enfant n'est pas trop petit, ou décider d'échanger l'enfant dans un lieu neutre pour ne pas se voir, pendant un temps en tout cas. Ensuite, un autre facteur de risque identifié dans une étude australienne qui porte sur des familles hautement conflictuelles, c'est lorsque l'arrangement de garde est rigide au fil du temps. Donc, on sait que c'est un mode de garde évolutif, que les modalités de la garde partagée évoluent généralement en fonction du développement de l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit. Les rythmes d'alternance peuvent passer de 3 jours à une semaine. Donc ça, c'est un élément important, la flexibilité de l'arrangement parental. Puis dans les études qualitatives, c'est un facteur qui ressort comme déterminant pour le bien-être des jeunes. Puis enfin, dans une autre étude australienne menée par Cashmore, il montre aussi que dans des situations de conflit, les parents qui sont préoccupés par la sécurité de leur enfant quand il est chez l'autre parent vont rapporter davantage de difficultés. Donc là, ça renvoie à la relation de confiance entre les parents, à la relation coparentale qu'il faudrait soutenir. Est-ce que ça va? Alors maintenant, je vais vous parler des petits-enfants. Donc, il y a une question sensible. Donc là, je vais faire un bilan des connaissances théoriques et des connaissances empiriques sur cette question. Donc, je vais vous parler des enfants de 0 à 3 ans, dans cette section-là. Donc, on a besoin d'avoir des connaissances sur cette tranche d'âge pour plusieurs raisons. D'abord, on sait que les séparations elles surviennent de plus en plus tôt dans le développement de l'enfant. On sait aussi que la petite enfance, c'est une période de plus grande vulnérabilité qui pose des défis sur les plans parentaux en lien avec des enjeux psychologiques, développementaux et matériels. Puis, on a besoin de données empiriques pour lever les controverses sur cette question-là. Donc, les débats, en fait, reposent sur 2 modèles théoriques. D'un côté, l'attachement et de l'autre, l'implication parentale conjointe. Donc, rapidement, je vais vous parler de la théorie de l'attachement qui est née en fait en 1960 et qui a fait l'objet de beaucoup de développement depuis ces années-là. Donc, l'attachement renvoie à un besoin primaire, inné, qui correspond à une tendance à rechercher le contact et la proximité avec un être de référence. Il représente le fondement du développement de l'enfant et la base des expériences affectives. Donc, le comportement d'attachement possède 2 fonctions, celui de sécurisation et celui d'exploration, 2 fonctions qui sont complémentaires.
l'enfant qui se sent en sécurité explorera davantage son environnement. Donc, à la fin des années 1960, les chercheurs se focalisaient sur la dyade mère-enfant. Donc, on pensait que le besoin primaire d'attachement était dirigé vers la mère. Puis, progressivement, on sait que l'enfant peut disposer de plusieurs figures d'attachement, dont le père. Donc, en réalité, le lien d'attachement se crée entre l'enfant et une ou plusieurs personnes responsables de ses soins. Puis, pour cela, il faut que la figure d'attachement s'implique dans les soins, se montre disponible, sensible, et qu'elle réponde adéquatement et rapidement aux besoins de l'enfant. Donc, les débats reposent sur ces deux modèles théoriques. Donc, le premier groupe s'appuie sur la théorie de l'attachement, puis invoque les dangers d'une garde partagée pour les enfants de moins de 3 ans. Donc, ceux-ci vont préconiser une continuité des soins, puis vont considérer que des séparations itératives entre l'enfant et sa figure d'attachement principale, à savoir la mère, de façon générale, va générer des troubles d'attachement chez le petit. Puis, l'autre groupe va mettre l'accent, lui, sur l'importance de l'implication conjointe après la séparation. Donc, il met l'accent sur la complémentarité du père et de la mère dans le développement de l'enfant. Alors, au niveau des études menées sur la petite enfance, il y a 4 études qui sont très souvent citées. Puis j'ai décidé de ne pas vous présenter les résultats de ces études-là, de vous dire que ces résultats sont contradictoires et que les auteurs s'accordent généralement pour dire que les processus familiaux sont plus importants que la modalité de garde en tant que telle. Mais je voudrais vous parler d'une étude plus spécifiquement, celle de Tornello, pour vous montrer à quel point, pas pour remettre en question cette étude-là, mais plutôt pour vous montrer à quel point c'est difficile de mener des études sur cette tranche d'âge. Puis, je l'ai dit au début de ma présentation, très peu d'enfants sont en garde partagée, très peu d'enfants de moins de 3 ans. Donc, pour les recruter, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de travaux disponibles actuellement. Puis, sur ces 4 études, il y en a 2 qui ne portent pas réellement sur la garde partagée telle que définie au Québec, en fait. Donc, l'étude de Tornello, c'est ça. Je l'ai choisie parce que c'est la plus récente. Je l'ai choisie parce que c'était... En fait, l'auteur s'appuie sur une banque de données qui était prometteuse initialement. 5000 enfants au moment de la naissance participaient à cette enquête. Donc, on pouvait avoir des résultats vraiment intéressants. Puis, c'est une des rares études, en fait, qui inclut une mesure d'attachement. Donc, cette étude-là, elle s'appuie sur une banque de données. Vu mon anglais, je vous laisse lire le nom de l'enquête. Mais c'est une banque de données, en fait, qui est composée d'une famille sur 2 qui ne vivent pas ensemble au moment de la naissance de l'enfant. On voit aussi que plus de la moitié des familles interrogées dans cette enquête vivent en dessous du seuil de pauvreté. D'autre part, dans cette étude-là, les jeunes de 1 an, considérés comme, en tout cas qui passent des nuitées fréquentes avec le parent, le deuxième parent, sont sous-représentés. Donc la taille de l'échantillon est vraiment très faible. Donc comme je vous l'ai dit, nuitée fréquente ne veut pas dire qu'il s'agisse d'une garde partagée, mais sa définition, en fait, c'est une nuit par semaine minimum. Puis enfin, ce sont des auteurs qui adaptent une échelle d'attachement qui va être répondue seulement par les mères. Donc on sait que la perception de la mère peut influencer la perception de la mère, la perception du père, en fait, la perception de tout le monde peut influencer ces réponses, forcément. Donc par contre, il y a des chercheurs qui se sont réunis, des chercheurs américains et australiens qui se sont réunis pour essayer de dégager plusieurs points de consensus
dans ce domaine-là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils se rallient initialement aux deux approches en fait opposées. Donc, mais ils se sont rencontrés, puis ils ont essayé de trouver des consensus. Donc, premier point de consensus, le nombre restreint d'études sur la prime enfance ne permet pas de se prononcer sur les effets de la garde partagée avec nuitée chez l'autre parent. Deuxième point de consensus, les plans parentaux doivent allier la formation d'un attachement précoce et l'engagement parental conjoint. Donc là, ça réfère aux deux modèles théoriques que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc c'est ça, plutôt que de considérer que ces deux modèles sont opposés, il faudrait les concilier. Troisième hypothèse, l'hypothèse selon laquelle le développement d'un attachement sécurisé serait l'apanage de la mère n'est pas soutenue par la recherche. Donc les travaux montrent plutôt que la mère et le père sont fiables pour représenter des figures d'attachement, même si certaines recherches montrent que l'enfant pourrait préférer la proximité de sa mère à un certain âge, puis de son père à un autre âge. Ou certaines recherches aussi montrent que leurs fonctions ne sont pas interchangeables, mais qu'elles seraient plutôt complémentaires. Donc que la mère répondrait plus aux besoins de proximité, de sécurité de l'enfant, et que les pères répondraient à ses besoins d'ouverture. Toutefois, dans les familles contemporaines, puis surtout lorsque le père en fait s'implique dans les soins de l'enfant dès la prime enfance, ils adoptent ces deux rôles. Donc peut-être que cette complémentarité à ce moment-là ne serait pas valable. Autre élément, il faut faire preuve de prudence lorsqu'au moment de la séparation, le lien entre l'enfant et le parent n'est pas formé, le lien d'attachement. Lorsque les parents sont en désaccord sur le mode de garde, puis lorsque les parents n'ont jamais vécu ensemble et n'ont pas eu le temps de développer une relation de coparentalité. Enfin, plusieurs variables critiques doivent être considérées sur les plans relationnels et organisationnels. Donc, les ressources psychologiques et sociales des parents, la présence de conflits et la dynamique des relations coparentales, puis la nature et la qualité de l'attachement pré-séparation aussi. Donc, pour conclure, donc déjà, les études ne permettent pas de montrer que le temps en tant que facteur isolé entraîne en soi des résultats positifs. Par contre, ce qu'on sait, et ce qui importe le plus, c'est la qualité des contacts et la qualité des interactions familiales. Donc la qualité des interactions entre l'enfant et ses deux parents. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que l'enfant et les parents ont besoin de temps pour maintenir ou développer des relations de qualité. Donc, au niveau de la recherche, il n'y a pas de ligne directrice au sujet de la quantité de temps que l'enfant devrait passer avec ses parents pour maintenir ou développer des relations de qualité. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut procéder au cas par cas, en prenant en considération divers facteurs, et que plutôt que d'envisager les choses de façon dichotomique, donc nos gardes partagées, c'est 50-50, il faudra envisager les choses sur un continuum de temps. Au niveau du conflit, comme je vous l'ai montré, il n'y a pas de preuve qu'il faille privilégier la garde partagée ou la garde exclusive en cas de conflit. Ce qu'on sait par contre, c'est que le conflit est un facteur de risque majeur après la séparation et qu'à la question en cas de conflit, vaut-il mieux privilégier la garde partagée ou la garde exclusive, il n'y a pas de réponse possible tant la réalité des familles est diversifiée et la trajectoire des familles est diversifiée. Donc c'est ça, à ce niveau-là, on se doit vraiment d'envisager les choses dans leur complexité. Puis on doit se dire que ce n'est pas la modalité de garde qui a un effet, mais la façon dont cette modalité de garde est exercée. On peut identifier aujourd'hui plusieurs facteurs de risque dans ce contexte liés à des enjeux
spécifiques à cette modalité de garde-là. Donc, le fait de chercher à impliquer l'enfant dans le conflit et de nuire à la qualité de la relation qu'il entretient avec l'autre parent, des transitions fréquentes et conflictuelles, un mode de garde rigide qui ne s'ajuste pas à l'évolution des besoins de l'enfant, et enfin des relations coparentales empreintes de méfiance. Enfin, sur la prime enfance, là aussi, pas de preuve qu'il faille privilégier la garde partagée ou la garde exclusive au cours de la prime enfance, mais ce qu'on sait, c'est que l'enfance, c'est une période de plus grande vulnérabilité, que le jeune enfant a des besoins spécifiques au niveau de la stabilité des routines. On sait que sa notion du temps est différente, qu'il peut avoir plus de difficultés à se séparer aussi de ses figures d'attachement. Donc c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Puis on sait aussi qu'à cette période développementale-là, les compétences parentales sont très très importantes. Là aussi, plusieurs facteurs de risque en garde partagée. Les cas où le lien entre l'enfant et le parent n'est pas formé avant la séparation. Les situations conflictuelles où les parents sont en désaccord au niveau des modalités de garde. Puis les situations où les parents n'ont jamais vécu ensemble. Donc, en l'absence de connaissances scientifiques solides sur ces enjeux-là, un suivi plus serré en fait est nécessaire lorsque les enfants sont plus vulnérables. Il faut offrir du soutien aux familles, aux enfants, pour mettre en place le plan parental, vérifier si l'enfant s'adapte ou non à des contacts fréquents avec les deux parents et changer de direction au besoin. Au niveau de la recherche, on a beaucoup de travail à faire, on a la conscience. Mais il y a des perspectives intéressantes parce que Marie-Christine Saint-Jacques est en train de créer une enquête populationnelle spécialisée sur la séparation. Donc on va rejoindre, il est prévu qu'on rejoigne en fait 2000 parents séparés, puis on va pouvoir questionner ces enjeux-là en profondeur à travers une enquête de qualité, vraiment. Voilà.